Madame, monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure de la première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Bonne nouvelle pour les exportateurs d'agrumes de Berkane. La clémentine de la région reprend la direction des États-Unis après la suspension des exportations il y a un an suite à une bactérie trouvée en décembre 2016. Le thermomètre a fortement chuté ces derniers jours à Azrou dans le Moyen Atlas. Un nouveau système de chauffage est mis en place dans les établissements scolaires, un système centralisé que nous découvrirons dans notre reportage. L'influence du désert marocain sur l'œuvre de Saint-Exupéry, une manifestation organisée à Paris à l'Institut du monde arabe, une initiative culturelle portée par la fondation Fos Boukra et le CNDH. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président chilien, M. Sébastien Piñera, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Le chef du gouvernement a présidé aujourd'hui à Rabat la première réunion du conseil d'administration de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Une réunion qui se veut un acte fondateur pour jeter les bases organisationnelles et de gestion de cette agence qui fusionne avec d'ailleurs trois organismes, l'AMDI, Maroc Export et l'Office des foires et exportations. Nadia El-Moudden, Imanable. Une réunion constitutive et fondatrice des actions d'une nouvelle agence, appelée désormais l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations. Une structure qui a le souci de la bonne gouvernance et de l'efficience institutionnelle. Il faut savoir qu'à l'international, c'est un outil de compétition. C'est avec ces agences que les différents pays font la promotion de l'investissement, de l'export dans chacun des pays, et nous en avons fortement besoin. C'est un projet qui date, qui a plus de 20 ans au Maroc et qui voit le jour aujourd'hui pour arriver à cette fusion-là. De nouveaux projets sont entrepris au sein de l'AMDIE, une approche participative qui met à contribution les partenaires et les composants de l'agence, dont le patronat, qui émet ici une série de propositions. La première, elle concerne le rôle de l'AMDIE pour inclure le maximum de secteurs, non pas que les secteurs comme les métiers mondiaux et les écosystèmes, mais aussi l'industrie traditionnelle, le retail, c'est important, le commerce et l'artisanat. Les nouveaux CRI, Centres régionaux pour l'investissement, qui doivent accompagner l'investisseur en région. La troisième recommandation, elle concerne la coordination entre les différentes autres organes et agences, comme par exemple l'Office qui est l'ONMT qui gère le tourisme. Vous avez également la maison de l'artisan pour l'artisanat qui est une bonne coordination. À l'ordre du jour de cette première réunion, le plan d'action de l'agence 2018, son budget, son organigramme et son système de marché. Une organisation qui se veut efficiente pour un meilleur ciblage des marchés et une diversification des opérations pour la promotion du Made in Morocco et ainsi renforcer l'attractivité du royaume comme terre d'investissement. C'est une bonne nouvelle, nous le disions en titre, pour les exportateurs d'agrumes de Berkane. La clémentine de la région de nouveau autorisée à entrer aux États-Unis. La suspension est donc levée. Elle était entrée en vigueur le 23 décembre 2016 quand des larves de la mouche méditerranéenne avaient été trouvées dans le fruit. Le reportage Rachid Lahtabi et Mohamed Aitlishkar. La clémentine de Berkane est très appréciée par les consommateurs du monde entier. Plus de 20 000 tonnes en sont exportées chaque année. Mais il y a un an, des larves de cératite, une mouche méditerranéenne, sont découvertes dans un lot exporté sur le marché américain. La clémentine de Berkane en prend un terrible coup. Le département américain de l'agriculture suspend toute importation de ce fruit. Depuis, les vergers sont équipés de pièges à cératite et le traitement phytosanitaire anti-cératite est devenu la règle. On déclenche toujours un traitement plus ou moins 8. Après, on fait la surveillance par des pièges de surveillance. Le fruit est également contrôlé bien avant la cueillette pour s'assurer qu'il n'est pas infesté par des larves de la mouche méditerranéenne.
s'il y a des fruits piqués, Oui. ça veut dire qu'il existe la cératite. On renforce le traitement. En l'espace d'une seule saison, la clémentine de Berkane retrouve sa bonne santé. Le contrôle s'étend aux unités de conditionnement. De nouveaux équipements sont acquis avec des subventions de l'État à hauteur de 30%. L'unité de froid, composée de chambres froides et un tunnel de pré-cooling, est un investissement qui vient suite aux recommandations et aux exigences phytosanitaires américaines. Les aspects donc phytosanitaires exigés par les autorités phytosanitaires américaines sont respectés via l'installation des infrastructures de refroidissement et de traitement par le froid contre la mouche méditerranéenne, appelée communément la cératite. Et puis encore un dernier contrôle avant l'export par des équipes de l'ONSA, l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Le fruit est sain. Près de 4000 tonnes de cette clémentine sont destinées au marché américain. Suite à la mission d'audit réalisée par les autorités américaines phytosanitaires, APHIS, à la zone de Berkane entre le 16 et le 20 octobre 2017, ces autorités ont pris la décision de lever la suspension des exportations imposées sur les agrumes de Berkane depuis le 23 décembre 2016. Piège à cératite dans les vergers, dans l'unité de conditionnement. Lampe spéciale pour détecter les larves au niveau de l'unité de conditionnement également. Tunnel et chambres froides, contrôle et traitement phytosanitaire au niveau des vergers. La clémentine de Berkane s'exporte bien aujourd'hui dans le monde entier. Plus de 24 800 tonnes cette année, soit plus de 12% par rapport à la précédente campagne agricole. Nous parlons météo à présent. Il fait très froid et les températures vont encore baisser à partir de demain jeudi et cela jusqu'à lundi prochain. Des températures de moins 5 à 0 degrés pour les minimales et de 5 à 8 degrés pour les maximales à Ifren, Jarada, Gersif, Figig, Azelal, Boulmen, Terudent, Ouarzazet et Rachidia, comme vous le voyez sur votre écran. Et des températures minimales de 0 à 4 degrés, maximales de 9 à 14 à Chefchaouen, Sfro, Driouch, El Houssima, Taza, Oujda, Taounet, Taourir, Chichawa, Zagoura et Tata. Et pour ce qui est du froid, ce sont les régions montagneuses qui sont les plus touchées par la baisse des températures, qui accentue d'ailleurs les souffrances des habitants, notamment les écoliers et élèves des établissements scolaires situés dans le Moyen Atlas. Alors, quels moyens mis en place pour lutter contre le froid? À Azoro, le système utilisé auparavant avec le bois de chauffage est remplacé par un nouveau système centralisé. Nous découvrons cela dans notre reportage. Ahmed Fadeli, Zakaria Mokinbil. La cité d'Azrou est nichée au cœur du Moyen Atlas à plus de 1200 mètres d'altitude. La nuit et même au petit matin, le thermomètre affiche des températures négatives. Dans cette école primaire, les élèves ont désormais une nouvelle habitude. Ils se chauffent les mains directement sur des radiateurs nouvellement installés dans les salles de classe. Sur le chemin de l'école, nous faisons face au froid et à la neige. Heureusement qu'on peut se réchauffer dans les classes. Grâce au chauffage, nous sommes à l'aise et tout se passe bien. Avant, les élèves souffraient du froid et n'étaient pas très concentrés durant le cours, ce qui influençait leur apprentissage. Cette année, l'école est équipée d'un nouveau système de chauffage central qui fonctionne avec du charbon anthracite. Ce système nécessite un entretien continu pour garder les salles bien chauffées. Cette école dispose d'un chauffage central pour les 10 salles de classe, avec 4 radiateurs chacune. Ce projet va contribuer à la réussite scolaire des élèves. On prépare toujours, chaque année, l'approvisionnement des établissements scolaires en termes de matière de chauffage, soit le charbon, anthracite, ou donc nous avons cette année, le nouveau c'est que nous avons débuté à approvisionner nos établissements scolaires par le bois de chauffage. Dans la province d'Ifren, 27 établissements scolaires bénéficient du chauffage central sur un ensemble de 72. Des projets réalisés grâce notamment à l'Initiative nationale pour le développement humain.
On passe à présent à l'actualité internationale de très nombreux pays dont le Maroc ont, rappelons-le, vivement condamné le tir de missiles Houthi sur Riyad. Pakistan, Turquie, Tunisie ont sévèrement condamné également cette attaque lancée depuis le territoire yéménite sur la capitale saoudienne par les Houthis. Le missile balistique a été intercepté dans les airs, deuxième tir en 2 mois, et détruit. Le département d'État américain a accusé les gardiens de la révolution d'Iran d'armer et rendre possible les violentes attaques des Houthis. Et puis au dossier d'Al-Quds, les États-Unis isolés, l'Assemblée générale de l'ONU tiendra d'ailleurs demain matin une réunion spéciale sur la question d'Al-Quds suite à l'échec du Conseil de sécurité lundi d'adopter une résolution appelant Washington à annuler sa récente décision sur la ville sainte. La réunion sera tenue à la demande du Yémen, président du groupe arabe, et de la Turquie qui préside l'Organisation de la coopération islamique à l'ONU. Les résolutions de l'Assemblée générale servent à exprimer la volonté politique des États membres. Raid aérien meurtrier sur Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Il y aurait une vingtaine de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le village est tenu par les rebelles. Les bombardements ont été menés par des avions de l'armée syrienne ou russe selon l'OSDH. Le ministère russe de la Défense nie toute implication. 7 enfants figurent parmi les victimes. Les bombardements ont été intenses selon les services de la défense civile qui opèrent en territoire rebelle. Et puis l'armée birmane enquête après la découverte d'une fosse commune dans un village de l'état de Rakhine, région où les soldats birmans sont accusés d'épuration ethnique contre les musulmans Rohingyas. Une enquête est en cours pour découvrir la vérité, a expliqué le chef de l'armée birmane. La fosse commune a été découverte lundi dans le village de Indin, épicentre des violences qui ont débuté fin août. Des mesures seront prises conformément à la loi si les membres de la sécurité sont impliqués dans cette affaire, a promis l'armée. Et puis en Californie, la Californie en alerte face au retour de vents violents. Le comté de Santa Barbara en Californie était donc en alerte ce mercredi avant le retour de vents violents attendus dans la soirée qui risque de redonner de l'ampleur à l'incendie Thomas, toujours actif près de 2 semaines après son déclenchement. Lundi, mardi, les pompiers ont tenté de gagner du terrain sur Thomas, considéré comme le 2e plus gros incendie de l'histoire de la Californie. Thomas a déjà détruit 1300 bâtiments et 11 000 hectares. L'influence du désert marocain sur l'œuvre de Saint-Exupéry, une manifestation organisée à Paris à l'Institut du monde arabe, l'occasion de mettre en scène, en parole et en musique, l'univers magique du désert marocain et du patrimoine culturel hassani, source d'inspiration de l'écrivain aviateur, une initiative culturelle portée par la Fondation Fous Boukra et le CNDH. Reportage Nourdine Sabir, Hassan Tabai, Iman Ablou. Il se crée ce que l'on pourrait appeler une topographie céleste. L'homme, l'écrivain, le pilote, l'humaniste. Antoine de Saint-Exupéry nourrit toujours la réflexion autour de la condition humaine. À l'Institut du monde arabe de Paris, l'aventure de l'aéropostale est bien plus qu'une simple expérience professionnelle. C'est la leçon de toute une vie. C'est triste. Une histoire très importante qui démarre en 1921 et qui va aller jusqu'à la fin de sa vie, à la fin des années 30. Saint-Exupéry a passé beaucoup de temps au Maroc, que ce soit dans le sud marocain, Cap Juby, ou à Casablanca, ou aussi dans le désert. Et c'est une histoire qui a beaucoup influencé son œuvre et sa vie. Et à Cap Juby, c'est là qu'il s'est formé réellement comme pilote. C'est là qu'il s'est formé réellement comme écrivain, puisqu'il a écrit son premier roman, Courrier Sud à Cap Juby, qu'on appelle aujourd'hui Tarfaya. Et c'est là également qu'il a puisé l'inspiration pour écrire ensuite Le Petit Prince, qui est le roman, le livre le plus lu, dit-on au monde, un des plus lus en tous les cas, et qui vient d'être traduit en hassani. Et puis il s'est formé également là-bas en tant qu'homme, et il a développé une éthique, qui est une éthique humaniste qu'il a pu confronter. Et Saint-Exupéry apprécie beaucoup ce séjour. Dans le désert marocain, Antoine de Saint-Exupéry a appris quelque chose de fondamental. Devant l'immensité de ces belles étendues de sable, on est obligé de se rencontrer avec soi-même, avec ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Le Petit Prince,
le désert est totalement vide, il n'y a rien, et c'est le meilleur endroit pour se découvrir soi-même, pour découvrir son âme, pour découvrir ce qu'on est vraiment. Et cette leçon, ça a été la leçon profonde que Saint-Exupéry a apprise dans le désert en fréquentant aussi les Sahraouis, les gens autour de Tarfaya. Il a compris que ce sont des gens qui sont réellement en rapport avec leur être profond, justement parce qu'ils sont dans un désert. De cœur porté par la Fondation Fous-Boukrar, Le Petit Prince demeure sans conteste l'œuvre majeure de l'écrivain français. Elle vient d'être traduite pour la première fois en hassani, portant ainsi le nombre des traductions de cette œuvre à 300. Une traduction assurée par la Fondation Fous-Boukrar en partenariat avec le CNDH et la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. La culture est pour nous une priorité. Notre objectif est de créer des liens et des connexions entre l'héritage de l'aéropostale et tout ce que l'on entreprend comme initiative dans le cadre du projet culturel parrainé par notre fondation. Du vent, des sables et des étoiles. La sagesse du désert s'opère à nouveau, impressionne et subjugue, tel ce savoureux mélange d'instruments et de rythmes qui en disent long sur l'hospitalité et la sagesse légendaire des populations du sud marocain. Et pour clore cette édition de la musique classique, un concert offert à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat par les lauréats de concours internationaux. Il s'agit de Alexis Ivanov et de Alexandre Kachpourine, l'ambassade de Maïstra Musical, un concert organisé par le Centre russe de la science et de la culture et la Maison de la musique de Saint-Pétersbourg. Hanan Al-Salen, Souad Anachid. Deux solistes qui nous viennent de Russie, Alexei Ivanov, 22 ans, à la trompette, et Alexandre Kachpourine, 21 ans, au piano. Tous deux étudiants conservateurs de Saint-Pétersbourg. Tous deux lauréats de nombreux concours internationaux prestigieux. Un concert de Nouvel An où le public a pu apprécier des œuvres musicales universelles. Nous sommes lauréats du conservatoire de Saint-Pétersbourg en Russie. C'est la première fois que nous nous produisons au Maroc à l'invitation du Centre culturel russe à l'occasion du Nouvel An. C'est la première fois que je me rends dans votre pays et je suis déjà conquis. Je suis honoré de me produire devant le public marocain pour qui nous avons réservé un programme musical de choix. Au programme, des œuvres de compositeurs russes, Rachmaninov, Scriabine ou encore Vassili Prant, des traditions musicales françaises, Ravel et Liszt. La musique, c'est un vrai ambassadeur pour tous les temps. Comme une vraie diplomatie, la musique parle toutes les langues. Et elle n'a pas besoin de traduction, d'un interprète. On peut dire que c'est la diplomatie populaire. Nos jeunes solistes participent au programme de la Maison de la musique de Saint-Pétersbourg, un établissement fédéral de culture chargé de préparer les jeunes musiciens russes aux compétitions internationales et aux festivals. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. À bientôt.